avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. La Tunisie en crise après l'assassinat de l'une des figures de l'opposition. Les manifestations ont dégénéré et la majorité islamique Ennahda rejette l'idée d'un gouvernement apolitique. Depuis hier, les accrochages se multiplient dans le pays. Au Mali, Gao, la ville a été occupée pendant près d'un an et le Moujao y avait instauré ses lois et son mode de vie. Difficile de tourner la page, mais les habitants de la cité des Askia sont déterminés à aller de l'avant. Aux États-Unis, John Brennan, choisi par Barack Obama pour diriger la CIA, va être auditionné par le Sénat. Il pourrait être torpillé en raison d'une très controversée campagne de drones dont il a été l'un des principaux artisans. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. L'escalade en Tunisie, depuis hier, les accrochages se multiplient un peu partout dans le pays, des manifestations de colère qui virent à la crise politique. Le Premier ministre a même été contraint d'annoncer la formation d'un gouvernement apolitique. Proposition immédiatement rejetée par la majorité islamiste, soupçonnée d'être impliquée dans la mort de Chokri Belaïd, figure de l'opposition laïque abattue hier. Les larmes de la famille de Chokri Belaïd réunis autour de son cercueil dans sa maison d'enfance. Pour la veuve de la figure de l'opposition tunisienne comme pour sa famille politique, c'est le parti islamiste au pouvoir d'Ennahda qui est responsable de sa mort. C'est un assassinat politique. Ils ont voulu nous faire taire, tuer l'esprit de liberté. Ils ont voulu tuer la voix la plus forte du pays. Ils ont voulu nous diviser, mais ils n'y arriveront pas. Ils voient comme les gens en Tunisie résistent. Depuis l'assassinat de Chokri Belaïd, les appels à la chute du régime se sont multipliés à travers le pays, comme ici à Tunis, avenue Bourguiba, des milliers de personnes sont redescendues dans la rue. Et de nouveaux heurts entre manifestants et policiers ont éclaté, des événements sans précédent depuis la révolution. Chokri Belaïd était un critique virulent des islamistes qui ont nié toute implication. Et maintenant, au sein même d'Ennahda, des divisions se font sentir. Pour preuve, le numéro 2 et chef du gouvernement, Hamadi Djebali, a été désavoué dans son propre camp. Les islamistes au pouvoir ont rejeté sa proposition de former un gouvernement apolitique. Par ailleurs, l'opposition tunisienne a mis en garde ses militants. Nous appelons les militants du Front populaire partout dans le pays à ne pas céder aux provocations et à ne pas répondre à la violence par la violence. Vendredi sera sans aucun doute une journée à haut risque en Tunisie. Les partis d'opposition et les syndicats ont appelé à une grève générale dans le pays, le jour même où les obsèques de Chokri Belaïd seront organisées. Actualité au Mali. Gao, la ville a été occupée pendant près d'un an et le Moujao y avait instauré sa justice, ses lois et son mode de vie. Difficile donc de tourner la page en quelques jours, mais les habitants de la cité des Askia sont déterminés à aller de l'avant. Voici ce qu'il reste des documents officiels des habitants du cercle de Gao. Les documents de 7 communes qui prennent la direction de la poubelle. Le bâtiment a été saccagé par les djihadistes du Moujao qui occupaient la ville. Avec l'aide de bénévoles, le maire tente de sauver ce qu'il peut. J'ai demandé aux jeunes de ne pas jeter les papiers qu'ils ont trouvés sur place, de mettre tous les archives et tout ça, de les mettre dans cette maisonnette-là. Comme ça, quand l'administration va revenir, ils amèneront des archivistes qui vont essayer de voir ce qu'ils peuvent ramasser dans ça. À Gao, l'objectif est de remettre le système étatique en place et préparer l'après-Moujao. Les écoles ont été réouvertes lundi, même s'il manque de tout pour assurer le bon fonctionnement des cours, comme par exemple des professeurs. Il faut enlever ça sur ta tête. Tu es libre maintenant. Hein? La plupart des enseignants qui enseignent ici, là, ce ne sont pas des enseignants de l'école. C'est des enseignants, des volontaires qui sont restés, sinon ils doivent enseigner à Menaka ou bien à Bourem ou bien, c'est pas à Kidal même. Ce sont ces enseignants qui sont dans l'école là. Sinon les vrais enseignants, ils sont tous partis au sud. Pour rassurer ces populations,
Le Conseil des sages de Gao, composé de chefs de tribus sédentaires, lance des messages d'apaisement. C'est sur les radios locales, les jeunes, les adultes passent des messages. Au niveau des mosquées également, les imams sont mis en contribution pour passer le message et là on est sûr que ça va passer rapidement. Mais la sécurité est un préalable à tout retour. Les militaires français sont aux côtés de l'armée malienne qui elle-même n'a pas vocation à rester dans la ville indéfiniment. Il y a des forces de sécurité qui arrivent sur la ville de Gao, des gendarmes, des policiers, l'institution judiciaire, tout ça est en train de se mettre en œuvre. La ville de Gao devra attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant la fin de cette période transitoire. Le conflit dans le nord Mali crée parallèlement son lot de déplacés et de réfugiés, comme ici au camp de Mbéré, c'est en territoire mauritanien dans le sud-est. Les conditions de vie déplorables font que ces réfugiés espèrent rapidement retourner dans leur Mali natal. Le camp de Mbéré dans le sud de la Mauritanie près de la frontière malienne. Ici vivent depuis un moment plus de 75 000 réfugiés maliens. Après des jours de marche pour la plupart, ils sont installés dans des hangars en bâche dans cette zone de transition. Les réfugiés se côtoient avec chacun sa propre histoire consécutive au drame que constitue le conflit au nord Mali. Quand la guerre a commencé, j'ai pris mes enfants et je suis parti. Mon mari n'était pas à la maison, alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore vivant ou mort. Donc je suis là grâce à Dieu. Beaucoup parmi ces réfugiés qui viennent de Tombouctou et de Gao fuient des représailles. Ils sont alors entassés ici en attendant un toit et un lendemain meilleur. Au Mali, il n'est pas bon de ressembler à une tomate. Les gens ne font pas la différence. Il suffit d'être blanc ou rouge, tu es en danger. Voilà pourquoi nous avons fui par milliers. Nous attendons un lendemain meilleur sous ce hangar, tout en espérant pouvoir rentrer un jour. La guerre au nord Mali vient d'entrer dans sa phase véritablement active. Bien malin est celui qui pourra présager du temps que ces réfugiés pourraient passer en territoire mauritanien. Nous poursuivons avec l'actualité aux États-Unis. John Brennan, choisi par Barack Obama pour diriger la CIA, sera aujourd'hui sous le feu des questions des sénateurs. Il pourrait être tenté de torpiller sa nomination en raison d'une très controversée campagne de drones dont il a été l'architecte. Il est l'un des architectes d'une guerre quasiment secrète. Attaques de drones, assassinats ciblés, John Brennan aurait même écrit des listes d'hommes à abattre. Cet expert en matière de contre-terrorisme dit avoir toujours respecté la loi. Si l'on confirme ma nomination à la tête de la CIA, je ferai tout pour que l'agence ait les moyens de protéger notre pays. Elle se base sur les libertés et les valeurs qui nous sont chères. Brennan doit encore être confirmé par le Sénat avec une sorte d'interrogatoire justement sur ces fameuses frappes de drones. Cette semaine, la presse a révélé que la politique avait changé et que depuis que Barack Obama est au pouvoir, le nombre d'assassinats ciblés avait augmenté. Plus de 360 attaques de drones, comparé à seulement une cinquantaine sous l'administration Bush. Il nous arrive d'utiliser des engins téléguidés pour mener des opérations ciblées afin d'éviter d'éventuelles attaques contre les États-Unis et afin de sauver des vies. C'est parfaitement légal, éthique et judicieux. Le gouvernement américain fait très attention lorsqu'il se penche sur le cas d'un terroriste d'Al-Qaïda. Il doit être précis et doit faire en sorte de ne pas tuer des innocents. Au Yémen, au Pakistan ou encore en Afghanistan, la légalité de ces attaques est contestée. La CIA aurait même une base secrète en Arabie Saoudite, utilisée pour ses raids de drones dans la région. Une guerre de l'ombre sur laquelle les sénateurs veulent mettre la lumière. L'actualité sur un tout autre plan avec cette alerte au laser. Jeu dangereux équipé coûté cher avec des pointeurs lumineux. Certains s'amusent à viser les avions au risque d'éblouir les pilotes. Aux États-Unis, en Europe, on ne s'amuse plus avec le phénomène. Au Royaume-Uni, la police traque sans pitié ces snipers des nouveaux genres. Selon la police britannique, cet objet pourrait provoquer le prochain accident d'avion en Angleterre. De plus en plus de mauvais plaisantins visent les cabines de pilotage des avions de ligne en phase d'atterrissage avec ces petits lasers. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du cockpit, l'effet lumineux est d'une puissance insoupçonnée, comme le montrent ces images.
C'est un véritable effet flash qui se reflète dans toute la cabine. Et si l'avion est dans une phase critique qui prend toute l'attention du pilote, cela peut le déconcentrer. Les pilotes qui subissent pareil éblouissement peuvent évidemment commettre une erreur de pilotage. La police anglaise est consciente du danger. Elle a installé un système de caméras infrarouges sur un grand nombre d'hélicoptères. Dès qu'un suspect est repéré, les équipes au sol l'arrêtent. L'homme utilisant le laser sur ces images a été arrêté et condamné à 6 mois de prison. Si vous vous livrez à de telles pratiques, nous vous trouverons, nous vous arrêterons et vous pourriez vous retrouver en prison si vous êtes condamné par la justice. En 2011, la police a dénombré 145 attaques au laser. En 2012, on est passé à 252, près du double. La police craint qu'il ne finisse un jour par provoquer un crash. Human Rights Watch condamne le gouvernement indien en l'accusant de ne pas en faire assez pour mettre fin aux abus sexuels dans le pays. L'organisation a publié un rapport après le viol collectif et le meurtre d'une étudiante à New Delhi en décembre dernier. Violée à 12 ans, Krishna a porté plainte, mais les autorités indiennes ne l'ont pas prise au sérieux. Les policiers m'ont demandé de changer ma déclaration. Ils m'ont mise en prison pendant 12 jours sans voir mes parents. Quand j'y repense, ça me donne des frissons. Comme Krishna, plus de 7000 enfants, y compris des nourrissons, seraient violés chaque année. Selon l'ONG Human Rights Watch, ce chiffre est en réalité beaucoup plus élevé. La plupart des victimes n'osent pas en parler. Nous sommes particulièrement inquiets de la situation dans les orphelinats. Personne ne sait combien d'enfants il y a dans ces établissements. Les inspections ne servent à rien. Une fois, nos enquêteurs ont découvert que dans l'un de ces orphelinats, le directeur faisait venir des hommes pour violer les petites filles. Depuis décembre dernier, depuis la mort d'une étudiante violée et tuée à Delhi, le gouvernement indien a promis de protéger les femmes et les enfants en imposant des réformes judiciaires. Mais selon le rapport de l'ONG, ce sont les autorités elles-mêmes qui maltraitent les victimes une seconde fois, avec des examens médicaux douloureux dans les locaux de police. Nous essayons d'améliorer le système et d'être plus vigilants. Mais c'est difficile de rester neutre quand vous-même avez des préjugés. Moi, mes collègues, tous. Il faut absolument que nous arrivions à éliminer ces préjugés. Autre problème, le manque de moyens matériels, humains et financiers pour mener à bien les enquêtes sur les abus sexuels. Dans le reste de l'actualité, ce bras de fer annoncé à Bruxelles, les négociations s'annoncent longues et difficiles pour ce sommet qualifié de crucial. Les représentants des 27 pays de l'Union doivent trouver un accord sur le budget européen. Un sommet qui a commencé avec du retard. Il fallait donner du temps à Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, pour peaufiner une proposition de compromis. Les discours devraient durer jusqu'à demain matin. Le 12e sommet de l'Organisation de coopération islamique OCI s'est ouvert hier au Caire, la capitale égyptienne. Les dirigeants des différents États membres sont réunis pour débattre de l'intervention militaire française au Mali et la crise en Syrie. Le Maroc, représenté par son Premier ministre Abdelillah Benkiran, a plaidé pour le développement des peuples, la réconciliation palestinienne et la préservation de l'islam. Le message est axé en priorité sur la question palestinienne. Le souverain revient sur l'engagement et la solidarité du Maroc et récemment sur les efforts pour la réconciliation palestinienne. Rabat avait abrité une rencontre entre les différentes factions. Le souverain a été sollicité pour parrainer la réconciliation. Nous sommes réceptifs au récent appel de Rabat que nous ont adressé toutes les forces palestiniennes et exhortons chacun à souscrire positivement à tous les efforts dédiés à la réconciliation. C'est d'ailleurs l'unique approche qui vaille pour répondre aux mesures agressives et unilatérales que prend le gouvernement israélien à l'encontre des Palestiniens et qui se traduit par une accélération de la cadence de la colonisation. Quant à la crise syrienne, Sa Majesté le Roi dit toute son inquiétude devant la gravité de la situation. Face à cette crise catastrophique, affirme le souverain, il est inconcevable de rester inactif
Face aux souffrances de tout un peuple, le Maroc rappelle sa solidarité. Nous avons attaché une importance capitale au volet humanitaire en prenant l'initiative de déployer un hôpital de campagne dans le camp de Zaatari au royaume hachémite de Jordanie. Hôpital que nous avons tenu à visiter. À cela s'ajoutent les aides humanitaires acheminées à la Jordanie et à la Turquie pour alléger la souffrance des réfugiés syriens. Autre dossier épineux, la crise malienne. Le Maroc a de tout temps attiré l'attention sur la précarité de la situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne et a agi pour cela à divers niveaux. Il a notamment appelé à une prise de conscience, mais les réactions étaient un peu tardives. C'est donc un problème global qui appelle une solution globale, conçue dans le cadre de la légalité internationale, une solution conjuguant des efforts internationaux fermes, précis et harmonieux et déployant tous les moyens d'anticipation et de soutien possibles sur les plans sécuritaires et politiques. Sa Majesté le Roi, dans ce message, fait un constat global de la crise des repères dans le monde qui génère violence et exclusion d'autrui. Le souverain rappelle à cet effet la position du royaume basée sur l'appel à l'apaisement, au dialogue et à la tolérance pour transcender les différends. Le sommet devant évoquer aussi la recrudescence de l'extrémisme et l'instrumentalisation de l'islamisation et la montée de l'islamophobie en Occident. Actualité au Sénégal avant de refermer cette édition. Dans l'optique d'une meilleure maîtrise du système de financement islamique, les acteurs se sont retrouvés autour d'un atelier à Dakar. Il s'agit d'échanger sur les mécanismes de la microfinance islamique et ses opportunités avec les systèmes financiers décentralisés. Le reportage de Mamadou Dieye et Mbendambaye. 8 Sénégalais sur 10 n'ont pas accès aux services financiers. Pour corriger cette donne, il est nécessaire de promouvoir les produits de la microfinance, notamment les financements islamiques. Cet atelier intervient dans le sens de sensibiliser les participants sur le fonctionnement du système financier islamique et ses opportunités. La finance islamique est promue. La finance islamique travaille dans le sens de la responsabilité sociale et financière avec les acteurs. Et la finance islamique également n'exige pas trop de garanties. La finance islamique également est un moyen de développement de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle nous avons réuni, en tout cas l'ensemble des acteurs, des institutions de microfinance, des banques et également des éditeurs de logiciels. Parce que sur la question de l'information également, nous devons trouver des solutions à cette question. Raison pour laquelle avec le partenaire marocain Foras, nous voulons développer une plateforme au niveau de l'UEMOA qui permettrait à toutes les institutions des pays de l'UEMOA d'être redirectionnées sur Dakar et puis de gérer en fait les opérations courantes de la finance islamique. La microfinance islamique est une demande des populations adressée au système financier de développement. Il constitue également un appui à la lettre de politique sectorielle de la microfinance. Au niveau de la direction de la microfinance, nous restons convaincus que la microfinance islamique doit jouer un rôle de premier plan parce qu'elle est fondée sur des principes acceptés et qui sont applicables dans nos zones, qui sont en adéquation avec notre culture. Et dans ce cadre, nous allons encourager toutes les actions de promotion de la microfinance islamique au Sénégal. Cette rencontre va permettre d'échanger sur le projet de promotion et de développement de la finance islamique au Sénégal, mais également de l'état des lieux sur l'aménagement d'un cadre juridique et réglementaire. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci à l'ensemble de la rédaction et de la technique pour sa réalisation. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Africap Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur